Passion Barça, pour vous faire plaisir. Flick, il fait confiance à ceux qui ne le méritent pas. Depuis le début de la saison, l'équipe traverse une période irrégulière et mouvementée. Une équipe parfois en forme, parfois en demi-teinte. On a du mal à croire que l'équipe actuelle soit capable d'aller loin et présente des matchs qui laissent entrevoir un espoir. Mais il est clair que, avec une préparation optimale et sans blessure, l'équipe sera capable de rivaliser avec la plupart des équipes européennes et de manière excellente. Mais avec les blessures et les absences, l'équipe apparaîtra très pâle et sans ses couleurs habituelles. En raison de la faiblesse de l'effectif et du manque de remplaçants de haut niveau, et donc l'équipe sera très instable et face à des tests forts, les failles vous apparaîtront, et donc il sera difficile d'aller loin, surtout en Europe. Flick est-il responsable de certains choix ? Oui, mais le principal responsable de la faiblesse de l'effectif est le directeur sportif Deco. Avec de mauvais choix et un budget inexistant, il a donné cet aspect au banc. Il a également renoncé à certains talents et promu des joueurs de moindre qualité, qui ne méritent pas de jouer en équipe première du Barça. Flick porte également une responsabilité, car il s'appuie sur un groupe de joueurs qui n'atteignent pas le niveau de Barcelone pour continuer avec l'équipe. Bien sûr, il y a aussi des questions techniques très claires dans le style de Flick qui sont évidentes pour tout le monde et nous en parlerons. Tout d'abord, je ne veux pas ignorer le maintien injustifié de Szczęsny avec la présence d'un jeune gardien supérieur et meilleur que lui en termes de capacité et de présence dans les buts. Kochen est un très bon jeune gardien et a une grande marge de progression. Il est la meilleure alternative à Joan Garcia à Barcelone. Je suis sûr que si Kochen avait été présent sur le deuxième but parisien, il serait au moins sorti plus vite que Szczęsny et aurait tenté de mieux arrêter le tir de Ramos, pour comprendre ça. Revoyez le dernier match de Kochen avec la réserve et observez ses incroyables arrêts lors des 3 duels et sa réaction rapide et brillante face à l'adversaire. Szczęsny est visiblement vieux et ses déplacements sont lents. Et compte tenu de son âge et de son niveau, je crains de perdre des points avec l'absence de Garcia et de certains matchs. L'un des points négatifs pour Deco et Flick ensemble est le maintien de Szczęsny. Gérard Martin, on parle de l'un des pires footballeurs du moment, et pas seulement du pire de Barcelone. Et le plus étrange, c'est que certains supporters barcelonais sympathisent avec cet idiot. Je ne trouve pas de description plus éloquente que celle-ci. Il s'agit d'un groupe d'aveugles qui ne voient jamais Barcelone, si ce n'est qu'ils ne comprennent rien au football. Le problème de Martin n'est pas qu'il est un joueur qui n'est pas bon en défense, en attaque ou au football du tout. Mais le problème principal est qu'il détruit le milieu de terrain, qui est la ligne la plus forte de l'équipe. Sur cette photo, les déplacements de Pedri contre Paris, et vous retrouverez Pedri toujours positionné à gauche du milieu de terrain de manière exagérée que dans la plupart des matchs. La deuxième photo est celle du match contre Rayo Vallecano, qui est le match le plus proche du style de jeu du Paris Saint-Germain en championnat. Et je l'ai choisi spécifiquement parce qu'il a de nombreux points communs, mais une différence. Et c'est Alejandro Balde. La présence de Martin réduit la créativité du milieu de terrain et fatigue beaucoup Pedri, le faisant fournir beaucoup d'efforts car il est obligé de jouer plus d'un rôle au milieu de terrain. Et donc il laboure beaucoup le terrain et le fait se fatiguer plus vite, contre un adversaire comme Paris, qui a pressé très haut tout au long du match avec beaucoup d'efforts et avec un marquage individuel pendant presque toute la minute de Pedri par Zahir Emery. Martin a augmenté la charge du match sur Pedri et son manque de liberté de mouvement pour soutenir le milieu de terrain offensivement. Pedri remonte pour monter avec le ballon et soutenir Martin comme sur la photo, et puis il monte à travers le terrain pour soutenir l'attaque du milieu vers la gauche et il revient au pressing et à la défense. Un très gros effort qui a fatigué Pedri et l'a rendu épuisé. Et tout le monde a vu en deuxième mi-temps à quel point Pedri était fatigué et épuisé. Avec Balde, Pedri n'a pas besoin de reculer aussi bas, sauf dans certaines situations défensives, parce que Balde avance avec le ballon individuellement, et ainsi Pedri est libéré des rôles supplémentaires et intenses
qu'il est tenu de jouer dans la construction du jeu depuis l'arrière et il devient plus agile et mobile avec le ballon. C'est l'un des actions dont j'ai parlé de la montée de Pedri de l'extrême gauche avec le ballon vers l'extrême droite. Pedri est un ailier droit et soutient la mine, une action qui a été répétée presque 2 fois avec l'action de pression sur Zahir Emery et il a essayé de passer à Koundé avec son talon, mais il n'a pas été complété. Des actions offensives avec un très grand effort physique. Et comme je l'ai expliqué avec le retour à gauche du centre pour sortir avec le ballon avec le triste Martin, il perd beaucoup d'efforts et ne peut donc pas terminer le match au même rythme, et augmentant ainsi la charge défensive et physique sur l'une des rares stars du match, qui est De Jong, qui a joué un grand match dont presque personne n'a parlé. De Jong a vraiment fait beaucoup d'efforts défensivement dans ce match en raison de la fatigue de Pedri et du faible pressing de l'attaque. De Jong et Pedri devaient jouer 3 rôles sur le terrain, presser et couvrir défensivement. Sortir avec le ballon de l'arrière, essayer de créer du jeu et d'attaquer, et ici nous parlons davantage de Pedri. Venons-en à un autre joueur. Il s'agit de Dani Olmo. Sa plus grand handicap d'Olmo, à mon avis, n'est pas son absence en attaque. En fait, s'il avait marqué le ballon facile qui lui était offert, il n'aurait pas été critiqué par beaucoup. Au contraire, il aurait été félicité de manière exagérée. Mon problème avec Olmo n'est pas seulement sa performance offensive stérile, que j'expliquerai en partie avec des images dans les clips, mais il y a un très gros problème avec lui sans le ballon. Ces images du contexte du jeu apparaissent davantage à travers la vidéo. Littéralement, si vous les regardez, vous trouverez Olmo marchant sur le terrain, appuyant très doucement, sans aucun élan physique, ni intensité, ni lutte pour le ballon. Le plus dur, c'est de dépendre de ses collègues comme l'action du but. Olmo est rapidement revenu avec Mendes en mouvement et il était censé être le plus proche à Mendes et il serait préférable pour lui de terminer avec lui jusqu'à la fin pour l'empêcher de se lancer et de le harceler. Au moins. Avec le retour de Koundé, Olmo a arrêté de revenir en arrière et s'est arrêté complètement. Ici aussi Olmo a perdu le ballon et était censé le renvoyer avec Fabien Ruiz, mais il a arrêté de renvoyer et Pedri a été obligé de monter pour mettre la pression sur Fabien Ruiz, tout cela en première mi-temps. L'équipe a littéralement beaucoup souffert de la faiblesse du pressing d'Olmo et aussi de celui de Ferran Torres. C'est vraiment dommage que ce soit l'attaquant principal de Barcelone cette saison, et bien sûr cela est dû à une mauvaise planification dès le début, pendant la vieille ère de Xavi. Je ne parlerai pas du mauvais pressing de Ferran Torres et de sa grande paresse à se déplacer constamment pour presser, ainsi que de son manque de connaissance sur la façon de fermer la voie de passe et ensuite de se déplacer pour faire pression sur le porteur du ballon. Il suffit de parler d'une partie importante qui est sa mauvaise gestion du ballon. Un joueur qui est littéralement au sommet de la stupidité et de la bêtise quand il a le ballon et doit trouver la meilleure solution, que ce soit pour tirer ou pour participer à la création de jeu. Vraiment, quand le ballon lui parvient près du but adverse, je suis sûr qu'il sera perdu. Certains parleront de son talent de buteur, ce qui est normal, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, car il reçoit beaucoup de ballons dans des positions très faciles pour marquer. Loin de nombreuses occasions faciles, je parle précisément de ballons qu'il aurait pu mieux gérer s'il avait été plus réfléchi, et ce n'est pas le moment. Il y a beaucoup de matchs comme celui-ci. Ferran continuera à marquer, parce que l'équipe crée beaucoup d'occasions, mais il ne sera toujours pas le véritable attaquant de Barcelone pour une équipe qui veut les titres. Bien sûr, je n'attends pas grand-chose de Lewandowski en raison de son âge. Je pense qu'il est clair qu'un joueur comme Casado, avec son faible développement, notamment physique, et son apparence fragile, ne correspond pas au niveau de Barcelone. Il est adapté au championnat espagnol avec une équipe moyenne. Il peut exceller comme milieu de terrain box-to-box et non comme pivot. Cubarsí est un jeune défenseur prometteur. S'il est traité sur cette base, il serait naturel d'accepter ses erreurs. Et ses nombreux écarts depuis la saison dernière en général. Mais je comprends les fortes critiques à son égard. Parce que certains supporters de Barcelone parlent superficiellement de lui comme étant l'un des meilleurs défenseurs du monde. Ce qui est un non-sens car, tout simplement, Cubarsí n'est pas le meilleur défenseur de Barcelone pour commencer.
C'est un jeune défenseur avec une grande marge de progression. L'un des plus gros problèmes de Barcelone est le latéral droit. Koundé sera toujours une faille et un défaut dans l'effectif lors des grands matchs. Koundé, avec la pression sur le côté droit et le faible soutien défensif de Lamine, sera perdu, surtout quand un autre défenseur, Araujo, joue derrière lui en défense, parce qu'il affronte plus d'un joueur de l'adversaire, comme lors du match parisien, il est obligé d'affronter Mendes et l'allier devant lui, presque individuellement. Araujo lui donne beaucoup de sécurité, grâce à sa vitesse dans la manière proactive dont il le fait, et le rend très à l'aise avec ses grandes capacités dans les confrontations individuelles. Koundé est très lourd avec le ballon et il est très facile pour l'adversaire de reculer pour défendre devant lui, et cela s'est produit souvent cette saison. Il a également du mal à sortir le ballon sous la pression de l'adversaire. Flick a une part de responsabilité, bien sûr. La faute incombe à Flick pour les grosses erreurs qu'il a commises en s'appuyant sur des joueurs qui ne correspondent pas à son plan et à ses idées, des joueurs qui sont moins capables de faire face au plan de l'Allemand, parce que leurs capacités sont limitées, que ce soit physiquement ou techniquement, ils ne possèdent donc pas les caractéristiques suffisantes pour faire face à l'intensité, la force et la sévérité dont Flick a besoin de la part des joueurs pour affronter les grandes équipes en Ligue des Champions. Le deuxième point qui ne change pas avec Flick, et j'espère que la pression médiatique barcelonaise le forcera à y renoncer, c'est la défense avancée exagérée dans les grands matchs, surtout ceux qui coûtent à l'équipe des buts dont elle peut se passer. Un très gros point négatif que Flick doit régler. Finalement, dans cette vidéo, j'ai parlé des points les plus importants de l'effectif de Barcelone, et je pense qu'ils continueront avec nous jusqu'à la fin de la saison en raison du manque de nouvelles recrues dans l'équipe. Et malheureusement, Flick est convaincu de ces noms. S'il n'y a pas de changement en promouvant les talents de La Masia, je m'attends à ce que le niveau de l'équipe continue de fluctuer, surtout en Ligue des Champions, car le championnat est facile en général. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.